Céramistes, tisserands, plumassiers ou encore charpentiers. On recense aujourd'hui 281 métiers d'art en France. Certains relèvent de savoir-faire très confidentiels, d'autres connaissent un véritable retour sur le devant de la scène en France. Il y a quelques semaines encore, Chanel présentait dans le métro de New York son défilé Métiers d'art 2026, preuve que ses savoir-faire rayonnent bien au-delà des frontières de France. Les métiers d'art sont donc une fierté française, mais aussi un univers confronté à de nombreux défis, transmission, innovation, visibilité. Pour parler de cette passion, de ces savoir-faire, de leurs avenirs, je suis ravie d'être aujourd'hui en compagnie d'Hervé Lemoine, ici Bonjour. depuis des siècles où ces savoir-faire prospèrent au Mobilier National. Bonjour, merci beaucoup de nous accorder cette interview. Voilà, merci beaucoup de nous solliciter. Et effectivement, nous sommes là devant le Jardin des Gobelins, où se trouvent installées évidemment nos manufactures depuis presque 500 ans. C'est ça, c'est séculaire. Et donc vous êtes président des Manufactures nationales, Sèvres et Mobilier national. Avant de rentrer dans tout ce nouveau pôle qui a une petite année, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi, selon vous, ce sujet des savoir-faire, des métiers d'art, des métiers de la main est de plus en plus présent dans la société? On a l'impression qu'il y a un véritable engouement du public assez large quand même pour ces métiers-là. Écoutez, c'est vrai qu'on s'interroge beaucoup, mais on fait le constat surtout avec beaucoup de joie du fait que depuis maintenant une dizaine, quinzaine d'années, on le sent, une tendance qui fait que de plus en plus on parle et on s'intéresse surtout à ces métiers. Je pense peut-être que c'est le fait que nos sociétés, où se développent aussi d'une façon absolument spectaculaire, le numérique, l'intelligence artificielle, bref, un monde virtuel, mais dans lequel on est tous habitués maintenant un peu à naviguer. Mais peut-être que de plus en plus aussi, on éprouve le besoin de reprendre aussi ou de s'enraciner ou de rappeler justement que l'homme n'est pas que virtualité et que voilà, d'inscrire certains gestes, hériter de nos traditions en termes de métier d'art, de savoir-faire, bref, correspond peut-être à une sorte de rééquilibrage entre d'un côté un monde qui devient de plus en plus une nouvelle fois, enfin qui développe de plus en plus de virtualité, et puis de l'autre côté, cette nécessité aussi de garder, je dirais, peut-être le contact avec, absolument avec les matériaux, parce que les métiers du geste, ces métiers de savoir-faire, ces métiers d'art, les 280 que vous évoquiez, c'est toujours la transformation de la matière qui généralement les permet de les définir. Donc voilà, donc je pense que c'est cette espèce de... Voilà, sur le temps long aussi, parce que maintenant qu'on a beaucoup d'instantanéité, là on parle vraiment de temporalités qui sont complètement différentes. Exactement, c'est du temps long par nécessité. Les métiers d'art, quel que soit leur domaine d'expression, c'est 5 à 10 ans en fait, de pratique avant d'être considéré comme un maître d'art ou comme quelqu'un vraiment d'aguerri dans sa pratique. Donc effectivement, c'est une valeur qui est totalement inverse à notre société où on zappe tout le temps, où on scrolle nos écrans, etc. Donc c'est l'inverse du scrollage, ça c'est sûr que... voilà. Donc je pense qu'il y a quand même de ça, mais c'est pas non plus quelque chose de régressif, si vous voulez, parce qu'on pourrait se dire, est-ce que c'est une façon de... C'est pas l'un contre l'autre, oui. C'est pas un monde virtuel contre un monde matériel. Passé, non, moi je pense pas. Je pense tout simplement que, comme à toutes les époques, quand il y a eu des évolutions, il y a des rééquilibrages, il y a des recompositions de la société, etc. Moi je le vois comme ça. C'est pas contre le numérique, c'est pas contre le développement de la société tel qu'on peut le connaître aujourd'hui, mais c'est avec. Et c'est ce qui fait peut-être que c'est ce qu'on réussira, cette mutation de notre société, c'est en conservant et en développant aussi ces activités comme on développe l'intelligence artificielle. Voilà. En tout cas, c'est accompagné depuis plusieurs années par des politiques publiques. En 2023, donc, une nouvelle stratégie nationale en faveur des métiers d'art a été lancée. Et puis, depuis une petite année, la création des Manufactures nationales que vous présidez. Quelle est l'ambition de tout cet accompagnement ? Alors, vous l'avez dit, effectivement, en 2023, il y a eu une vraie ambition gouvernementale, un programme gouvernemental en faveur des métiers d'art. Il était attendu depuis longtemps, ce programme, je dirais, ou ce plan national en faveur des métiers d'art, puisque la dernière fois qu'il y en a eu un, c'était en 1976. Donc, vous voyez, ça remontait un peu. Voilà. Donc, en 2023, il y a eu vraiment la prise de conscience qu'il était nécessaire d'aider ce secteur, ce qui est un secteur économique aussi, c'est de l'activité économique, c'est 500 000 personnes, on considère à peu près 500 000 actifs qui travaillent dans ce domaine, plus de 68 milliards de chiffre d'affaires générés par 500 000
personnes, mais qui représentent aussi des petites entreprises. Oui, mais parfois souvent, il y a voilà, il y a des diversités, il y a des grands ateliers, des grandes manufactures, mais il y a des parfois toutes des petites petits structures. artisans qui sont seuls dans leurs Exactement. Et donc, il faut s'adresser à tout le monde, je dirais. Il ateliers. faut prendre en compte, et d'ailleurs, peut-être plus encore les tout petits, qui ont des savoir-faire très précis, très précieux, mais qui sont très fragiles aussi. Donc, bref, ce plan national en faveur des métiers d'art, il avait pour objectif d'abord de voir et de mieux comprendre comment on pouvait soutenir donc, ces métiers, comment on pouvait y intéresser les jeunes. Et on se rend compte que nécessairement, un jeune va se destiner ou s'orienter vers une formation professionnelle s'il connaît cet univers, s'il connaît la profession, s'il connaît le métier Oui. qu'il va pouvoir éventuellement exercer. Or, aujourd'hui, vous l'avez cité en introduction, quand on parle de plumassier, de dinandier, de ces très beaux mots qui évoquent des métiers, mais beaucoup n'imaginent pas ce qu'il y a derrière la réalité de ce que ça représente. Donc, voilà, donc le plan métier d'art, c'était aussi de se dire comment est-ce qu'on fait pour mieux faire connaître ces métiers, mieux faire connaître les formations qui mènent à ces métiers et les débouchés possibles qui sont de notre point de vue, en tout cas c'était la conviction qu'avait le gouvernement et que nous avons toujours, qui peuvent offrir de véritables effectivement, possibilités de développement à la fois personnel et professionnel. Voilà. Donc c'était ça, c'était aussi se dire de mieux connaître ce secteur d'activité, notamment sa dimension économique, d'où l'étude qui a été menée, qui s'appelle les éclaireurs, voilà, une étude dont je vous citais quelques chiffres, parce qu'avant, on n'avait pas tellement idée finalement de... C'était véritablement structuré, parce que... Totalement, parce qu'on dit, bon, il y a 280 métiers d'art, mais après qu'est-ce que ça représente qu'est-ce que vraiment, ça représente, quel est le poids économique, voilà, quelle activité économique, quelle activité à l'export. D'ailleurs, ça, c'est très intéressant, parce qu'on s'aperçoit que les métiers d'art exportent très peu, finalement. Alors on se dit, c'est peut-être dommage quand on voit la qualité des réalisations, des productions, des créations et le talent particulier que l'on a en France dans ce domaine-là, parce qu'on a 280 métiers d'art. Je pense qu'il y a peu de pays au monde qui peuvent encore s'enorgueillir, entre guillemets, d'avoir autant de métiers de savoir-faire. Et pour autant, en exportation, c'est au maximum 14% si on est dans des grandes entreprises ou des grands ateliers ou manufactures, et on tombe à 3-4% du chiffre d'affaires à l'export pour des petits ateliers. Mais on comprend bien pourquoi ils ont du mal à exporter leur création. Bref, donc ça a été la prise de conscience de tout ça. Ça a été la façon de mieux identifier ce secteur, à la fois à cheval entre le culturel, le social et l'économique, réparti partout sur le territoire, donc c'est pas évident. Et l'idée même en fait de la création des manufactures nationales qui donc a regroupé depuis maintenant à peu près un an Sèvres et le Mobilier National, qui est déjà lui-même le résultat du regroupement d'un certain nombre de manufactures de l'État, de manufactures nationales, dont les Gobelins où nous nous trouvons en ce moment même. C'était l'idée de créer aussi un opérateur qui puisse, une fois cette politique ou ce plan national, si vous voulez, achevé, puisse continuer à porter pour l'État et pour donc la puissance publique, puisse continuer à porter une politique volontariste de soutien au métier d'art. Voilà. Donc l'un est la conséquence de l'autre. Oui. Voilà. La création des manufactures nationales, c'est finalement un des volets ou une des concrétisations de ce plan national pour les métiers d'art. Donc avoir un interlocuteur, privilégier un pôle qui soit plus au niveau facilement public, repérable en tout cas. Au niveau public, vous avez cité Chanel. Chanel a créé aussi le 19e, que l'on sait être le regroupement. Un bâtiment dans le nord de Paris. Exactement, et qui est le regroupement d'un certain nombre d'ateliers d'art, d'ateliers de savoir-faire, et donc ça, on ne peut que s'en réjouir. Et donc l'idée, c'était, à côté de ces pôles privés, qui sont importants et qui soutiennent l'activité des métiers d'art, il nous semblait normal qu'il y ait aussi un pôle public, sachant que, évidemment, il n'est pas question pour le pôle public que nous pouvons représenter ou incarner de faire ce que fait très bien d'ailleurs le privé dans ce domaine-là, mais nous intéresser justement à ce que le privé ne fait pas et n'a pas vocation de faire, notamment, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, la question de la formation initiale. Par exemple, au métier d'art, ce n'est pas forcément au groupe privé d'assumer l'intégralité de ce genre de questions. Donc voilà, donc l'idée c'était de se dire, il faut constituer un pôle public articulé et surtout, comment dirais-je, incarné par une institution qui elle-même
pratiquent des métiers d'art, on en a pratique 53 Oui. dans nos institutions, dans nos manufactures et ateliers de l'État, enfin nationaux. Et donc on connaît ce terrain, je dirais, parce qu'on n'est pas uniquement une institution, je dirais, théorique ou en tout cas dans la... Oui, vous avez accès Voilà, à tous ces exactement. métiers-là, etc. On pratique ici, on a des ateliers, on a des manufactures, on sait ce que Et c'est que les métiers justement, de la main. comment ça s'est fait pour se regrouper, vu qu'il y a plein de métiers différents, comment se fait ce rassemblement? Bah, déjà, en réalité, si vous voulez, ce rassemblement, il n'est pas question évidemment de mélanger, si vous voulez, les savoir-faire qui vont demeurer très identifiés et très liés à tel atelier ou à telle manufacture. À Sèvres, on va continuer à faire de la porcelaine de Sèvres, évidemment. Bon. Et au Gobelin, des tapisseries. Mais le fait de créer cet établissement, ça doit permettre de dépasser le caractère de spécialité de chacun de nos ateliers de manufacture pour porter justement des éléments d'une politique publique qui n'étaient pas jusqu'alors assumés. Et on comprend bien que si on raisonnait uniquement en fonction du caractère de spécialité, par exemple, au Gobelin, c'est de la tapisserie de haute lisse. À Sèvres, c'est de la porcelaine. Bon. À Beauvais, c'est de la tapisserie de basse lisse. On comprend bien que ces entités prises ainsi uniquement au regard de leurs déterminants matériels et de métier, si j'ose dire, n'ont pas vocation à porter, je dirais, la formation des apprentis pour l'ensemble des métiers que vous évoquiez, dont beaucoup ne disposent plus aujourd'hui de formation initiale, ce qui est un vrai problème. Oui. Et donc, le fait de créer ces manufactures nationales en rassemblant ces ateliers, ces manufactures, ça nous a permis aussi, et ça nous permet de poursuivre évidemment l'activité, de soutenir l'activité de ces manufactures et de ces ateliers, mais aussi donc d'endosser pour l'État ces éléments d'une politique publique plus générale qui sert à nos ateliers et manufactures, bien sûr, mais au-delà d'eux, qui doit servir aussi, c'est ça la mission de service public, à des ateliers privés, à des métiers de savoir-faire qui sont exercés dans des petits ateliers ou par des artisans et qui peuvent avoir aujourd'hui des problèmes de recrutement, des problèmes de formation, qui ont du mal à faire connaître leur savoir-faire et leur métier, donc à attirer des jeunes. Et donc, eh bien, le fait que, par exemple, nous, Manufacture Nationale, avec d'ailleurs le comité Colbert, qui représente beaucoup des grandes maisons de luxe du secteur privé qui emploient beaucoup et qui exercent beaucoup de métiers de savoir-faire, le fait que nous organisions, par exemple, ensemble, au Grand Palais, des rencontres qui s'appelaient les Deux Mains du Luxe, en jouant sur le mot les Deux Mains du Luxe, voilà, pour attirer des jeunes et faire découvrir ces métiers. Il est certain que nous, Manufacture Nationale, on peut présenter, si vous voulez, des métiers que les maisons du comité Colbert ne présenteraient pas forcément. Et donc, c'est là où notre action devient très complémentaire. Vous voyez, voilà. Donc, c'est l'idée des Manufactures Nationales, de ce nouvel établissement, c'est de partir de regrouper, de rassembler l'ensemble des ateliers et manufactures de l'État, une nouvelle fois, qui sont quand même tous engagés dans la même logique de création et de recherche et d'innovation dans leur domaine de spécialité, tapisserie, tapis de la Savonnerie, porcelaine de Sèvres, évidemment avec le mobilier national, l'aspect mobilier, avec la recherche sur le design, la recherche aussi sur qu'est-ce qu'un ensemblier décorateur aujourd'hui, ça c'est vraiment les problématiques très caractéristiques. Et d'ailleurs, nous nous trouvons dans un décor réalisé par des ensembliers. Exactement, qui est une proposition d'ensemblier décorateur. Voilà. Donc, vous voyez, c'est l'ensemble de ces pratiques ou de ces expériences professionnelles qui nous permet, je crois, peut-être d'appréhender de façon à la fois concrète, mais aussi dans l'intérêt général, des problématiques qui nous dépassent un peu, mais qui étaient assumées par personne jusqu'à présent, au niveau du public en tout cas, et qui nous permet d'aider plus globalement ce secteur d'activité qui, comme vous l'avez évoqué, connaît depuis quelques années un regain d'intérêt très fort, qui fait qu'on sent bien que beaucoup de jeunes sont attirés par ces filières. J'évoquais donc ces Deux Mains du Luxe au Grand Palais. On a réuni 40 000 personnes quand même en un week-end. En un week-end. C'est quand même exceptionnel. De tas de gens, de tas de jeunes qui ont découvert des métiers
Alors des métiers qui sont exercés dans les grandes maisons de luxe que vous évoquiez ou que nous évoquions et qui sont membres du comité Colbert, mais aussi des métiers que nous représentons, nous, en quelque sorte, nous, Manufacture Nationale, et que nous avons les moyens d'aller dénicher, si j'ose dire, comme ça, quelques pépites et les porter à la connaissance du plus grand nombre. Oui, justement, sur ces savoir-faire qui se perdent ou dont la transmission est difficile, comment est-ce qu'on peut agir? Donc, il y a le volet visibilité, mais c'est vrai que le volet formation, peut-être, engagement, Absolument. comment est-ce qu'on peut agir Eh bien, là-dessus? effectivement, là aussi, ça a été d'ailleurs une des ambitions portées par la création des manufactures nationales, c'était de créer au sein de ces manufactures nationales un centre de formation des apprentis pour les métiers orphelins de formation, ce qu'on a appelé les métiers orphelins de formation, c'est-à-dire des métiers pour lesquels on sait qu'il n'y a plus de formation initiale, qu'il n'y a plus de formation diplômante. Donc la seule solution pour apprendre ces métiers, c'est l'apprentissage. Mais sans diplôme, hein, voilà. Mais c'est l'apprentissage auprès d'un compagnon, auprès d'un maître d'art. Bon, on sait que des toutes petites structures ont du mal à assumer le poids que représente, entre guillemets, l'apprentissage d'un jeune apprenti. Quand on est 2-3 dans un atelier, c'est une charge importante. Et peut-être pas le trouver aussi, forcément. On peut ne pas le trouver en plus, donc il faut encore que l'apprenti connaisse le métier pour C'est s'y ça. intéresser. Enfin bref, il y a beaucoup d'obstacles. Donc, nous sommes dit, voilà, une mission des manufactures nationales, ça doit être, et nous l'avons créé, ça y est, reconnu officiellement par France Compétences, qui, vous savez, reconnaît donc les centres de formation d'apprentis. Donc, France Compétences a reconnu maintenant le centre de formation des apprentis des manufactures nationales. Ce centre de formation des apprentis forme à nos propres métiers, dans le domaine, par exemple, de la tapisserie ou de la céramique, parce que de toute manière, nous étions les seuls, surtout la tapisserie d'ailleurs, à enseigner et déjà à avoir une formation professionnelle, si vous voulez, dans ce domaine. Donc évidemment, au sein de ce centre de formation des apprentis, vous retrouvez les métiers des manufactures nationales, mais surtout, et c'est ça qui nous intéressait beaucoup, vous allez trouver une offre concernant des métiers qui aujourd'hui n'ont plus de formation initiale et pour lesquels nous savons qu'il y a des petites entreprises ou des petits ateliers qui attendent et qui espèrent d'ailleurs d'avoir des jeunes formés pour pouvoir un jour prendre la relève. Voilà. Et donc on a déjà fait une sorte de cartographie de ces métiers en tension, si j'ose dire, c'est-à-dire des métiers pour lesquels, une nouvelle fois, il n'y a plus de formation initiale, mais des métiers pour lesquels il y a une vraie demande en termes d'emploi, parce que ce n'est pas la peine de former des jeunes sur des métiers qui seraient des impasses. Oui, ça, vous vérifiez ça quand même. Absolument. Ah oui, oui. Et d'ailleurs, ce que nous faisons, et c'est d'ailleurs même non seulement recommandé, mais quasiment nécessaire dans le cadre d'un centre de formation des apprentis, c'est qu'il y a toute une partie quand même d'apprentissage en entreprise. Et donc, nous nous assurons qu'il y a une vraie demande, une vraie attente d'un certain nombre d'entreprises qui s'engagent d'ailleurs à nos côtés pour accueillir les jeunes qui seront dans notre CFA, mais qui viendront faire leur apprentissage professionnel dans les ateliers ou les manufactures. Et on peut espérer que si tout se passe bien, qu'ils arrivent à avoir leur CAP puis leur brevet des métiers d'art, qu'ils puissent peut-être continuer à travailler dans l'entreprise dans laquelle ils auront fait leur apprentissage. Vous voyez, voilà. Oui. Donc c'est vraiment un travail que nous faisons avec des ateliers, avec des manufactures privées, de façon à répondre à leurs besoins. Et vous voyez, on est entouré, on est sur du textile, là, on va de beaux textiles, des beaux velours de soie, des choses comme ça. Et en fait, c'est vrai que d'ailleurs, ce constat, moi je l'avais fait très concrètement en faisant le tour de nos grandes maisons de textiles. En France, on a encore la chance d'avoir des magnifiques maisons de textiles, Prel, Tassinari, Châtel, Le Lièvre, enfin bref, il y en a beaucoup d'autres. Et quand je leur demandais quels étaient leurs soucis, s'ils avaient des problèmes d'activité, de clients, etc., leur souci n'est pas tant celui-là. Leur souci, c'est de dire, mais maintenant, hélas, on a supprimé des formations très spécifiques au métier du textile, et notamment des textiles de brocart, enfin des textiles un peu techniques, si vous voulez. Donc nous, le problème, c'est qu'on n'a plus la relève pour assurer le fonctionnement de nos métiers à tisser. Voilà. Et c'est comme ça que l'idée m'est venue de dire, mais comment ça se fait, c'est pas normal, et qu'on a commencé un petit peu à prospecter et à se rendre compte qu'il n'y avait pas que les maisons de textile, il y avait d'autres maisons. Par exemple, en France, on a de belles maisons aussi comme Christophe, puis Forca, qui font de l'argenterie et des couverts. Et j'imagine que ce qui est fondamental pour pouvoir d'autant plus appliquer ces métiers-là
dans le monde de l'entreprise, c'est l'international. Donc, pour pouvoir développer ces applications, vous parliez tout à l'heure que ce n'était pas encore assez développé à l'international. Oui. Comment est-ce que Alors ça, c'est un vrai sujet. Et c'est d'ailleurs une particularité que la France a sa défaveur par rapport à l'Italie. L'Italie, qui est un grand pays de savoir-faire et de métiers d'art aussi depuis longtemps, et notamment dans le domaine du design, on le sait bien. Bon, l'Italie a beaucoup plus d'entreprises, si vous voulez, de taille moyenne à grande, je dirais. La France, c'est l'inverse. On a beaucoup plus de toutes petites entreprises. Des savoir-faire beaucoup plus précis, exactement. Alors, avec un spectre beaucoup plus large de savoir-faire, ce qui est un avantage pour la France, c'est-à-dire que les 281 métiers d'art, et encore, on pourrait en ajouter certains qui ne sont pas dedans, parce que la définition des métiers d'art, c'est la pérennité de la création. Donc, par exemple, un parfumeur n'est pas, ce qui est curieux, considéré aujourd'hui comme un métier d'art, parce que le parfum n'est pas pérenne par définition. Voilà. Il s'évapore. Voilà. Bon, c'est une définition un peu restrictive, si vous voulez, mais c'est comme ça. Bon. Mais tout ça pour dire qu'en France, en toute hypothèse, on a un spectre très large de savoir-faire et de métiers, de compétences dans des domaines extrêmement divers et beaucoup plus larges, à mon avis, qu'en Italie. Mais en Italie, ils se sont concentrés sur des secteurs d'activité pour lesquels ils ont créé, et du moins se sont créés avec le temps, vraiment des pôles de compétences beaucoup plus importants et qui sont donc beaucoup plus facilement présents à l'export. Voilà. Et on le voit très bien. Et il y a vraiment, quand on voit dans les grandes foires de design ou les grands rendez-vous des métiers d'art à l'international, vous avez toujours une sorte de pavillon italien avec, voilà, et en plus ils chassent en meute, les Italiens, alors que les Français, notre caractère fait que généralement on y va en ordre dispersé. Alors si on est tout petit et qu'on y va en ordre dispersé, c'est très compliqué, si vous voulez. Donc ce qu'on essaye, nous, ce qu'on va essayer de faire au travers aussi l'action que nous menons et qu'on a déjà commencé à faire ce genre d'opération, c'est de réunir sous notre pavillon Manufacture nationale France, en quelque sorte, d'emporter, d'emmener avec nous des entreprises ou des ateliers dont on sait que leur taille critique est très faible ou très petite et que seuls, ils n'arriveraient pas forcément à se projeter dans des zones géographiques qui sont des zones de marché potentiel très importants pour eux. Les États-Unis demeurent un marché potentiel très très important dans le domaine des métiers d'art, parce qu'aux États-Unis, ils n'ont pas tout, loin de là, vous voyez, ils n'ont pas de métier d'art du tout. Alors eux, c'est très très limité. Il n'y a pas du tout de savoir-faire comme nous, on les a en Europe et notamment en France. Donc les Américains, et d'ailleurs je sais que vous aviez rencontré Mathieu Lehanner, que vous avez interrogé aussi, Mathieu Lehanner, et il a fait le constat et il a aujourd'hui une très importante part de sa clientèle qui est américaine, parce que les savoir-faire qu'on développe en France, comme on dit même en anglais, le je ne sais quoi de la création française. Ce petit plus, voilà, sur lequel on pourrait encore plus... Exactement, c'est un atout énorme, c'est un atout énorme. C'est pas que du soft power, c'est du soft power, mais c'est aussi de l'économie derrière. Mais encore faut-il le pousser, le soutenir. Donc on travaille avec Business France, on travaille avec Atout France, on travaille, vous voyez, voilà. Mais ça nous permet aujourd'hui, quand je dis on travaille avec eux, parce qu'on a le mandat pour le faire. Les manufactures nationales ont mandat au nom de l'État, et donc dans le cadre d'une politique publique, pour parler à ces interlocuteurs qui sont aussi des agences de l'État d'ailleurs, et pour dire allons ensemble sur tel terrain et avec tel milieu professionnel, qui est un milieu professionnel que vous connaissez mal, parce qu'il est une nouvelle fois éparpillé sur toute la France, ce sont des petites structures, blablabla. Voilà, donc et pourtant on a des atouts, à mon avis, une carte à jouer formidable. Si vous deviez dresser un premier bilan de cette année des manufactures nationales? Écoutez, alors évidemment, je suis un petit peu jugé parti, je ne vais pas vous dire que le bilan est négatif. Mais voilà, non, je trouve le bilan est très positif, dans le sens où, une nouvelle fois, d'abord, on a amené à la création d'un véritable esprit, je dirais, un peu commun au sein de notre atelier manufacture, qui ont bien compris que les manufactures nationales, l'objectif n'était pas du tout de faire disparaître l'identité des Gobelins, l'identité de Beauvais, l'identité de Sèvres ou des ateliers de dentelle du Puy ou d'Alençon, mais c'était au contraire de les servir. Donc ça, je crois que là-dessus, il n'y a plus d'ambiguïté ou de malentendu. Ils comprennent bien que notre objectif, c'est de valoriser le travail de ces ateliers et manufactures.
Et puis pour ce qui est du bilan, je pense qu'il est quand même positif parce que nous sommes parvenus à créer ce centre de formation des apprentis pour les métiers orphelins. C'est très compliqué de créer en France un centre de formation des apprentis parce qu'il y a toute la question de la validation et de l'homologation des formations que l'on fait. Donc on l'a fait dès la première année, donc c'est une très bonne chose. On a créé aussi un laboratoire des pratiques durables, qui est un laboratoire de recherche qui va se poser la question justement de la transition écologique nécessaire à ces métiers, parce que je l'indiquais, c'est vrai que ces métiers, c'est la transformation de la matière, souvent. Mais la matière, elle peut être polluante, et la transformation de la matière peut aussi, aujourd'hui, nécessiter d'autres types d'additifs, fixants, enfin bref, qui sont aussi des polluants. Donc il y a une migration à faire pour avoir une activité plus écologiquement responsable. Et là aussi, la taille des tout petits ateliers dont je ne cesse de parler parce que c'est notre sujet, voilà, ces petits ateliers, ces petites manufactures, elles n'ont pas en elles-mêmes la capacité de mener des recherches fondamentales pour arriver à faire ce saut en termes de transition écologique. Oui. Donc, on a créé ce laboratoire et donc ça aussi c'est une grande fierté. Et puis à l'international, on est présent sur plusieurs scènes. Demain, je pars pour la Chine. On va inaugurer justement le salon des nouveaux ensembliers à Hong Kong. Voilà. Donc je crois que oui, le bilan il est quand même positif et en tout cas on voit très bien que les directions qui étaient tracées grâce à ce plan national en faveur des métiers d'art, se révèle être juste. Disons que voilà, on voit que notre action, elle était nécessaire, elle était attendue, et je pense qu'elle porte déjà un peu ses fruits, ou en tout cas, on a construit des éléments et on a mis en place véritablement des éléments solides qui permettront de porter cette ambition. Et ma dernière question, pour prendre un petit pas de côté, c'est vous, en tant que président d'une... Est-ce que la question du passé et du présent, d'être à la tête d'un ensemble comme ça, séculaire, mais toujours penser à l'innovation, ça c'est une de vos préoccupations fondamentales en tant que président? Oui. Et alors, j'ai sans doute cette chance, c'est que personnellement, je n'ai jamais réfléchi ou pensé les choses en me disant quelle est la partie patrimoniale de notre activité ou quelle est la partie historique de notre activité et quelle est la projection dans le présent de notre activité. Pour moi, depuis 400 ans ou 500 ans, ces manufactures, ces ateliers, ces activités de savoir-faire d'une façon générale s'inscrivent dans le monde contemporain, dans leur monde, dans le monde du temps dans lequel ils sont. En fait. Très facilement. Il faut simplement faire ce petit exercice, ce petit exercice de se dire, mais en réalité, de toute manière, même si on travaille en employant effectivement des techniques qui sont plusieurs fois séculaires, mais comme on travaille de toute manière avec des artistes, avec des designers, avec des artisans d'art d'aujourd'hui, on est dans l'univers d'aujourd'hui, on est dans l'imaginaire d'aujourd'hui. Je ne pense pas que le canapé, que le décor dans lequel nous sommes évoque en quoi que ce soit le passé. Pourtant, en termes techniques, il y a l'émanation de techniques, une nouvelle fois, qui viennent du passé, mais au service d'un imaginaire ou d'un décor ou du monde d'aujourd'hui. Donc je pense que vraiment cette question des métiers d'art, et d'ailleurs c'est peut-être pour ça que ces métiers reconnaissent ou connaissent aujourd'hui de nouveau un grand regain d'intérêt, c'est que justement les gens se sont rendus compte que ce n'était pas une activité passéiste et pas, je dirais, continuer à faire des armoires franc-comtoises dans son atelier d'ébénisterie, qu'on peut travailler aussi pour Mathieu Lehanner ou Pierre Ivanovitch, un autre grand créateur, ou Constance Guisset, ou je ne sais qui. Voilà, mais donc il n'y a pas de... Voilà. Donc moi, pour le coup, très clairement, j'ai toujours considéré que tout notre domaine d'activité, toutes ces manufactures magnifiques héritées de l'histoire, mais elles étaient totalement inscrites dans notre époque. Merci beaucoup, Hervé Lemoine. Je rappelle que vous êtes président des Manufactures nationales Sèvres et Mobilier National. Merci à vous. Et voilà, c'est déjà la fin d'Expérience, l'émission qui vous fait vivre la culture autrement. Merci à tous nos chroniqueurs, nos intervieweurs, reporters pour cette aventure collective. Merci à Anne Bassi, merci à Djem Agoul, Laurent Meffre, Béatrice Constant et derrière les caméras et en régie, Juliette Miglierina et Alexandre Loret. Et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Expérience du mois de décembre et je vous dis à l'année prochaine en janvier.